À qui ça profite et qui perd ? Bon, je crois que là c'est une question assez facile que vous me posez. On a les chiffres en France entre 83 et 98, par exemple. On sait qu'il y a eu un transfert de la valeur ajoutée d'environ 8-9% du produit national brut des revenus du travail vers les revenus du capital. C'est l'équivalent de plus de 100 milliards d'euros par an qui autrefois auraient été versés aux revenus du travail et qui maintenant sont versés aux revenus du capital. Et tout favorise cette évolution, y compris le discours actuel sur l'attractivité. L'attractivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les riches, il faut les taxer moins, sinon ils vont aller à l'étranger créer des entreprises. Mais l'attractivité, ça veut dire quoi pour les pauvres ? Que leurs salaires sont moindres, sinon leurs emplois vont être délocalisés à l'étranger. Donc pour les uns, il faut donner davantage, ce sont déjà ceux qui possèdent à peu près tout, et pour les autres qui ont des existences de plus en plus difficiles, il faut rogner sur les coûts et sur les avantages sociaux en invoquant la délocalisation. Vous avez une volonté qui a construit le monde dans lequel nous vivons, et c'est évidemment une volonté qui nous permettra, le cas échéant, d'en sortir. Et il faut voir peut-être que le capitalisme, le marché, ne constitue pas une utopie. Il se présente comme une utopie, mais pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas une utopie. D'être constamment appelé à arbitrer entre deux compagnies de téléphone, entre deux compagnies d'électricité, de voir nos conversations individuelles, y compris avec des amis, de plus en plus absorbés par ça, être obligé de choisir, être démarché en permanence. Ça n'est pas la vision d'avenir à laquelle nous aspirons. Et c'est pour ça que ce système-là bénéficie d'appuis fragiles. Il bénéficie d'autant plus d'appuis fragiles que les couches sociales qui ont jusqu'à présent bénéficier de cette évolution sont maintenant menacés par la logique du capitalisme. Les délocalisations, ça n'est plus seulement les ouvriers. Ça n'est plus seulement l'ouvrière d'Argentan qui va perdre son emploi à Moulinex parce que l'emploi va être délocalisé ailleurs. Ça va être de plus en plus des emplois de techniciens, des emplois de comptables, des emplois d'avocats. Et alors là, la question va se poser, jusqu'où ? Est-ce qu'on peut accepter que cette logique engouffre les catégories sociales qui sont les plus mobilisés politiquement parce que les autres ont cessé de s'intéresser à la politique. Et ils ont les moyens de stopper ce genre d'évolution. On le voit aussi à travers l'accession à la propriété, même pour les classes moyennes maintenant, ça devient impossible. Donc pendant une première période, si vous voulez, la logique du capitalisme a complètement broyé une partie de la classe ouvrière, et les employés, les cadres supérieurs, les professions libérales ont laissé faire parce qu'ils y voyaient en quelque sorte leur intérêt, mais maintenant eux-mêmes sont menacés. Et si eux-mêmes sont menacés par un système qui n'a pas su secréter un projet, une utopie très exaltante, mais il y a un moment où le problème intervient et où la possibilité de revenir sur ces réformes aussi se pose. Parce que jusqu'à présent, la grande difficulté, c'est que chacune de ces réformes a conduit à la réforme suivante, mais que les partis de gauche n'ont jamais proposé de faire machine arrière. Ils n'ont jamais proposé de renationaliser ce qui avait été privatisé. Ils n'ont jamais proposé ce genre de réforme. Ils se sont dit, si nous arrivons au pouvoir, cette marche libérale avancera moins vite. Avec eux, c'est le TGV, et avec nous, ce sera l'Express. Mais ça n'est pas une démarche qui est politiquement très mobilisatrice. Et il faut se rappeler que la démolition de la société à laquelle on est en train d'assister était déjà intervenue au XIXe siècle, et qu'il y avait eu un mouvement de révolte qui avait provoqué le développement de ces régulations, de ces lois sociales, au moment où ce processus de démolition intervenait. Donc il ne faut pas penser que la situation est forcément compromise de manière irréversible. Serge Halimi, il faut quand même attendre la toute fin de votre bouquin pour lire « La partie n'est pas perdue ». Je souligne, et les toutes dernières lignes pour que vous nous disiez « Car des victoires, il y en eut ». Oui, le projet d'Hayek, au moment où il le développe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est un projet qui est complètement utopique, utopiste, beaucoup plus utopique ou utopiste que ce que nous envisageons nous-mêmes comme solution. Et il est extraordinaire d'entendre les libéraux ne cesser de nous invoquer la nécessité, on ne peut pas faire autrement, etc., alors que leur projet n'est venu en quelque sorte au jour que parce qu'ils ont fait preuve d'une extraordinaire volonté, d'un extraordinaire acharnement. Ils ont accepté de vivre dans le désert, de traverser un désert qui a duré 20 ans, 25 ans. Et ils se sont dit, nous ne bougerons pas. Ce sont les valeurs avec lesquelles nous ne transigerons pas. Un jour viendra où nous pourrons les mettre en œuvre.